Oh, facile. En 3 mots, bataille, moulin, canonnade. Valmy. Ouais. J'avoue, facile. Même sans canonnade, je l'aurais eu. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les liens entre histoire et mémoire, et dans cet épisode, on va justement voir ce qu'implique cette notion de mémoire. Et pour ça, rien de mieux que la bataille de Valmy du 20 septembre 1792, dont l'appropriation par les différents régimes français va fortement faire varier son interprétation. Bon, comme on a vraiment beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, on va directement prendre la suite de la vidéo précédente sans faire plus de chichi. On commence donc directement en rentrant dans la campagne qui mène à la bataille de Valmy et dont le déroulement est d'une grande importance pour la comprendre. On l'a vu, la guerre opposant la France à l'Autriche et la Prusse est commencée le 20 avril 1792 par très mal. Entre la levée des volontaires, le manifeste de Brunswick, la montée des tensions, puis la prise des Tuileries, la déclaration de la patrie en danger, ça commence à prendre une tournure assez électrique en interne. Et en ce qui regarde les opérations, c'est pas mieux. Tout est bloqué et au nord, c'est échec sur échec et l'île finit même par être assiégée. Les Prussiens, soutenus par les Autrichiens et des troupes françaises composées d'émigrés, préparent une invasion de la France. À leur tête, Brunswick et le roi de Prusse en personne. Si le premier désirait un plan d'invasion plutôt méthodique, le second est carrément échaudé par ce qui se passe à Paris. Aussi, motivés par les émigrés qui leur promettent une campagne facile et des Français qui les accueilleront en libérateurs, ils s'engagent dans une campagne plus directe et visent Paris. Vous m'excuserez, mais je me concentre sur cette campagne et j'oublie le reste, parce que sinon on n'est pas sorti des ronces. Partie du Luxembourg le 12 août 1792, l'armée de Brunswick dépasse les 100 000 hommes et avance péniblement vers la forteresse de Longwy qu'elle atteint le 20. 2 armées françaises peuvent leur barrer la route. L'armée du Nord, commandée par Dumouriez, qui se trouve à Sedan, et l'armée du Centre, commandée par Luckner puis par Kellermann, qui se trouve à Metz. C'est un peu la panique, surtout que Longwy tombe en à peine 3 jours. Un bombardement bien senti et la population civile, notamment les notables, fait pression sur la garnison pour se rendre. À ce moment, on ne sait pas encore vraiment quels sont les objectifs de campagne de Brunswick. Mais une chose est sûre, s'il vise Paris, il n'y a que Verdun entre lui et la capitale, et cette forteresse ne devrait pas tenir très longtemps. Le 29 août, les Prussiens assiègent Verdun. Dumouriez préfère donc profiter du peu de temps que cette fortification va lui offrir pour s'interposer entre l'envahisseur et Paris, tandis qu'on demande à l'armée du centre de venir en renfort vers Sainte-Ménéhould. Verdun tombe le 2. Bon là c'est carrément la panique, d'autant plus que Verdun n'était pas non plus censé tomber aussi vite. Avec une sombre affaire de meurtre ou de suicide du général en charge de la défense de la ville, les bourgeois ne voulaient pas de ce siège. Bref, il y a une grosse angoisse quant à une possible trahison, et en attendant, la voie est ouverte pour l'invasion. Les Prussiens détachent un corps pour assiéger Thionville et se désintéressent du reste, notamment de la fortification de Montmédy, pour converger avec entre 80 et 90 000 hommes vers Paris. Il est désormais clair qu'ils visent la capitale. Dumouriez cherche donc à s'interposer et pour cela, il compte bloquer le passage de la forêt de l'Argonne. Commence alors ce qui est appelé la campagne de l'Argonne, qui est absolument essentielle pour comprendre la suite, dont Valmy. Donc on va prendre le temps de décrypter tout ça. L'Argonne, c'est une grande forêt qui, une fois passée, ouvre sur la Champagne. Derrière, c'est Châlons-en-Champagne, Reims et autoroute pour Paris. Il n'y a aucune fortification opérationnelle ni d'armée sur la route. On prépare bien la défense de Paris avec un camp avancé, mais la voie est ouverte. L'Argonne est une position défensive que Dumouriez compte bien exploiter. Il en bloque les 5 défilés. Du nord au sud, le Chêne Populeux, la Croix-aux-Bois, Grand-Pré, où il concentre ses forces, la Chalade et les Ilettes. Kellermann, de son côté, arrive par le sud de l'Argonne, à Révigny-aux-Vaches, et tergiverse, laissant l'armée du nord isolée. Bon, le Dumouriez, autant vous dire qu'il n'est pas du tout serein. Il est face à une armée supérieure en nombre et composée de troupes qu'on considère supérieures techniquement. Et Kellermann, lui, ne donne pas signe de vie.
Il y a également une forte tension quant à la confiance qu'il peut donner à ses troupes, tant du point de vue du moral que de leur capacité de combat. Je développe pas trop, mais retenez que les forces françaises sont composées de deux armées, celle héritée de l'Ancien Régime et celle formée par les volontaires sous la Révolution. Beaucoup d'officiers ont émigré, l'encadrement et l'entraînement des volontaires est pas ouf, et on a du mal à déterminer la loyauté de ses troupes. Récemment, le général Dillon s'est fait massacrer par ses troupes qui croyaient qu'il les avait trahis. Donc bonne ambiance parano. Entre un commandement désorganisé et une méfiance généralisée, c'est pas la fête. Mais notons tout de même que parmi les officiers qui n'ont pas émigré et sont restés fidèles, les artilleurs sont bien représentés, ce qui a une importance pour la suite. Bref, c'est compliqué et les deux armées sont secouées par les différents événements politiques. En face, les Prussiens sont confiants, mais sont pas non plus en train de fanfaronner. Il pleut tout le temps, les conditions sont exécrables, la logistique ne suit pas, la maladie s'installe, et en plus, les Français ne sont pas si accueillants qu'on aurait pu l'attendre. On parle même de certaines actions de guérilla spontanée. Et comme ils foncent, Enfin, ils foncent, par rapport à ce qui se fait d'habitude, j'entends. En réalité, ils sont plutôt lents, ils ont beaucoup de mal à coordonner les différentes troupes et la logistique ne suit pas. disons qu'ils vont tout droit. Ils n'ont pas non plus un contrôle du territoire de dingue, à peine la ligne Longwy-Verdun. Mais bon, là, le problème, c'est de passer l'Argonne. Brunswick se présente avec le gros de ses forces devant Grandpré. Les premiers contacts ont lieu le 9 septembre. La tension monte et Dumouriez craint une attaque massive contre sa position principale et fait revenir des troupes du nord au centre. Erreur, c'est ce que Brunswick attendait. Le 12, une attaque est lancée contre la Croix-aux-Bois qui est prise. Si une contre-attaque le 14 semble rendre le défilé aux Français, les Prussiens le reprennent dans la journée. La position du chêne populeux, isolé, est abandonnée. Pendant ce temps, Kellermann a l'air un peu perdu et se tient en arrière, s'attendant à ce que l'Argonne tombe. Il veut pouvoir intervenir derrière si ça se passait mal, mais il laisse un peu Dumouriez tout seul. Je rentre pas trop dans les détails, mais en gros, le commandement, qu'il soit à Paris ou en campagne, est très hésitant quant à la conduite à tenir. Insister, se replier sur Châlons, sur Reims. Le ministre de la Guerre insiste finalement pour que les Français se replient sur Châlons, mais Dumouriez désobéit. Il impose une option étonnante. Il abandonne discrètement sa position pendant le 14 au soir et se replie sur Sainte-Ménéhould, où il ordonne à Kellermann de le rejoindre. Il persiste en revanche à tenir les deux défilés au sud de l'Argonne, la Chalade et les Ilettes. Brunswick passe par Grandpré, désormais libre le lendemain, et pense que Dumouriez se replie vers Châlons. Ainsi, tandis que les forces françaises d'environ 50 000 hommes se concentrent entre les rivières de la Beaune et de l'Auve, les Prussiens s'éparpillent vers l'ouest. La situation est alors très confuse. On se retrouve avec ce qu'on appelle communément un front renversé. Les Prussiens sont entre les Français et Paris, les Français sont entre les Prussiens et l'Allemagne. Personne n'aime ça, personne ne veut d'une bataille dans cette situation. Mais les Français, en continuant de tenir le sud de l'Argonne, ne sont pas non plus complètement isolés. Les Prussiens, en revanche, s'ils continuent à avancer, prennent le risque de se couper définitivement de leur logistique déjà bien défaillante. En conséquence, Brunswick fait opérer un demi-tour à une bonne partie de ses troupes. S'il préférerait débloquer complètement l'Argonne, le roi de Prusse, lui, veut accélérer et s'en prendre aux positions françaises. Ces dernières sont concentrées un peu à l'ouest de Sainte-Ménéhould, avec une avant-garde sur le mont Yvron et sur le tertre d'un moulin du village de Valmy. Le 20 septembre au matin, une force d'environ 36 000 Prussiens s'approche d'une zone tenue par environ 34 000 Français. Les émigrés et les Autrichiens n'arriveront qu'en fin de journée. La fameuse bataille de Valmy s'engage, et je préfère vous prévenir tout de suite, il ne faut pas s'attendre à un engagement dantesque. Kellermann est massé autour du moulin de Valmy avec des troupes sur le mont Yvron et de quoi couvrir sa gauche. La position est choisie par défaut dans la brume et la précipitation. Elle n'est pas si bonne. Dumouriez est en arrière, essentiellement autour de Bro, aujourd'hui Bro-Sainte-Coyère. Au petit matin, dans le brouillard, les Prussiens avancent mais sont repérés depuis le mont Yvron. Les premiers tirs ont lieu. Des forces françaises sont envoyées sur la colline appelée la Lune, mais doivent rapidement abandonner le terrain à l'adversaire. Les Prussiens déploient ainsi 2 batteries de canons sur cette colline et 3 autres en contrebas, là où les Français ont massé leur artillerie sur le mont Yvron et le tertre du moulin de Valmy. S'engage alors une canonnade importante. Beaucoup de témoignages insistent sur le fait que les vétérans présents sur place disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. On parle de 100 000 boulets tirés dans la journée. C'est du jamais vu, un boulet tous les 3-4 secondes.
Alors c'est sûrement exagéré, mais retenez que le bruit impressionne. Reste qu'étant donné la météo des dernières semaines, la terre est détrempée, ce qui empêche aux boulets de faire leur ricochet. Cela réduit grandement la létalité des tirs puisqu'il est quasiment impossible de faucher des rangs sans faire ricocher le boulet. Vers 13h, donc après plusieurs heures de canonnade, les Prussiens descendent de la Lune, mais semblent s'arrêter à 1300 mètres de la position française. 1 heure plus tard, un boulet fait exploser 3 caissons de poudre sur la hauteur de Valmy. S'il y a un vacillement après une telle explosion, les troupes françaises tiennent leur rang. On a aussi le cheval de Kellermann qui s'effondre sous lui sans le blesser. Encore une fois, l'image fait craindre une débandade chez les volontaires, mais non, ils tiennent bon. En bref, les deux armées persistent à se regarder sans que personne n'ose vraiment bouger. La position française est en hauteur, mais elle n'est pas non plus dingue. Les Prussiens, en revanche, ne semblent pas vraiment enclins à vouloir risquer un assaut, étant donné leur état physique et leur situation stratégique. On parle souvent du fait que les Français aient crié plusieurs fois « Vive la nation » et aient chanté « Ça ira » pour se donner du courage. Ce qui est tout à fait possible, c'était pas du tout inhabituel en 1792. Par contre, impossible de savoir si c'est Kellermann qui a lancé le cri en se montrant ou si c'était spontané. Ça a son importance pour notre propos, donc je pose juste ça là. Toujours est-il que, tardivement, on a potentiellement deux mouvements. D'un côté, Dumouriez aurait tenté d'envoyer les troupes au-delà de la Beaune pour tourner la position prussienne. De l'autre, Brunswick aurait essayé de prendre le mont Yvron sans succès. Pas de certitude. En attendant, le duel d'artillerie continue. Finalement, à 18h, on arrête les frais. Les canons se taisent, Brunswick n'ose pas plus, aucun renfort ne s'étant présenté à temps. Pendant la nuit, Kellermann, craignant une nouvelle attaque le lendemain, veut une meilleure position. Il brûle donc le moulin et se replie au sud de l'Auve vers Dampierre. Les Prussiens occupent ainsi le terrain laissé sans que cela améliore particulièrement leur situation. Les Français, eux, tiennent mieux leur ligne et conservent une voie de repli. Avec environ 300 morts de chaque côté, c'est la fin de la bataille de Valmy. Oui alors, c'est la fin de ce que nous, on appelle la bataille de Valmy. Oui, parce que tout le monde s'attend à ce que la véritable bataille soit le lendemain. Dans la tête des protagonistes, ce qu'ils appellent l'affaire du 20 septembre n'a rien réglé. Sauf que la bataille ne vient pas. Les Français ne veulent pas s'engager et les Prussiens ne bougent pas plus. En même temps, mal logés, mal nourris, mouillés jusqu'aux os et isolés dans une région très hostile et face à une armée française qui étonnamment tient le rang, un assaut prussien est toujours aussi risqué. Et Dumouriez, contrairement à ce qu'on lui intime de faire, refuse de bouger. Et il reste en face des Prussiens qui sont comme bloqués dans une impasse. J'ai insisté sur la campagne qui précède le 20 septembre pour ça. Si la bataille de Valmy ressemble à une non-bataille, elle impose surtout un dilemme à Brunswick. C'est une interprétation que je vous impose ici, on y revient après. Toujours est-il que le temps passe et rien ne bouge. Le 23, Dumouriez et le roi de Prusse engagent des négociations. Et malgré l'abolition de la royauté, il accepte une trêve de 6 jours. Là, un jeu de dupes s'installe. Dumouriez cherche certainement à sortir la Prusse du conflit, tandis que Brunswick attend certainement une occasion de pouvoir bouger l'armée française. La Prusse refuse catégoriquement de reconnaître la nouvelle République qui vient d'être proclamée. Ça joue dans la longueur des négociations. Sauf que le temps joue plus contre les Prussiens que contre les Français. Ok, du côté de l'armée révolutionnaire, on manque de tout, mais globalement ça va, on s'en sort. En face, c'est pas la même blague, la logistique a complètement volé en éclats. On parle de 2/3 des Prussiens atteints de dysenterie. Et des deux camps, celui le plus déprimé par ce blocage et le 20 septembre, c'est bien celui des Prussiens. De plus, le roi de Prusse a une affaire un peu plus importante dans la tête. En effet, en juin 1794, la Russie a relancé une crise concernant le partage de la Pologne. Si la Prusse veut sa part du gâteau, elle doit se montrer déterminée et forte militairement. D'ailleurs, depuis le début de la guerre avec la France, elle n'a engagé qu'un quart de ses effectifs, le reste gardant la frontière à l'Est. Vu la campagne écœurante en France, rentrer et conserver une armée en mauvaise posture ne serait pas du luxe. Ainsi, en restant dans cet état de fait, en négociant, en jouant la montre, les Français asphyxient une armée prussienne qui n'a plus envie d'être là. On pourrait s'amuser à dire que la bataille de Valmy dure du 20 au 30 septembre, date du repli prussien. Ce retrait est négocié. Les Français les laissent tranquilles, mais ils se cassent. Le 5 octobre, les Prussiens ont refranchi l'Argonne. Tandis que Dumouriez se rend en Belgique avec l'armée du Nord pour gérer les Autrichiens et secourir l'île,
Kellermann raccompagne poliment l'armée de Brunswick qui rend Verdun le 14 et Longwy le 22. C'est la fin de l'invasion de la France. Et voilà pour la bataille de Valmy. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'une bataille, disons, étrange. Difficile de dire si elle a été décisive. De fait, l'Argonne et les difficultés logistiques et sanitaires des Prussiens expliquent mieux cette tournure de la situation. Mais bon, on n'en attendait pas autant des armées françaises qui mélangeaient des troupes issues de l'Ancien Régime et des volontaires. Toujours est-il que ces volontaires et troupes de métier ont tenu le rang ensemble, certainement motivés par leur attachement patriotique aux conquis de la Révolution. Après, Valmy reste très difficile à interpréter pour ses contemporains. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, il y a un enjeu pour ces derniers à décrire l'événement afin de se l'approprier et de le comprendre. Eh ben Valmy, les contemporains passent plutôt à côté, en tout cas dans un premier temps. Comme je vous le disais, c'est d'abord désigné comme une journée ou une affaire. Quand Kellermann en rend compte à Paris, il ne parle ni de bataille, ni même de Valmy. C'est juste une grosse canonnade qui n'a rien résolu du tout, et tout le monde attend fébrilement la suite. Du coup, on se méfie de cette nouvelle. Ok, bravo les volontaires, vous avez tenu, mais est-ce que ce serait pas plutôt une victoire prussienne ? Inconscients de leur situation, certains craignent surtout que cette bataille leur ait permis de s'installer entre Paris et la dernière armée pouvant protéger la capitale. Beaucoup critiquent la décision de Dumouriez de ne pas se replier sur Châlons. En face, les émigrés pensent à un contretemps, que les Prussiens vont vite y retourner et que la victoire est juste remise à plus tard. Il faut donc attendre le repli prussien pour qu'on commence à comprendre ce qu'il s'est joué. Et cette bataille ayant de nombreuses zones d'ombre, elle apparaît bizarrement à ses contemporains. Tant et si bien qu'elle nourrit deux courants d'interprétation que je ne hiérarchise pas. Sachant que de toute manière, le nom de Valmy est rarement cité, donc bon. La première interprétation, c'est celle de la défaite d'une armée prussienne diarrhéique, vaincue par sa propre campagne, qui se replie la queue entre les jambes et la merde au cul. Je n'exagère pas, hein. On a pléthore de caricatures qui se moquent de ça, l'humour de l'époque étant particulièrement scatophile. Le caca, c'est délicieux. Cette interprétation cache un petit malaise. Cette canonnade, en fait, c'est l'antithèse de ce qu'on pourrait attendre d'une bataille révolutionnaire. Normalement, on aurait attendu une Furia Francese, un assaut en colonne porté par la fougue et l'amour de la patrie et de la Révolution. Là, c'est juste un échange de tirs, presque trop courtois. Et il y a comme une frustration d'avoir laissé les Prussiens s'en tirer à si bon compte. Sans parler du fait que cette bataille a donné bien peu de héros blessés à faire défiler devant l'Assemblée, contrairement aux Tuileries. La seconde interprétation, essentiellement portée par les émigrés après 1 mois et demi de déni total, c'est celle d'une bataille truquée, d'un complot, d'une comédie jouée par Brunswick et Dumouriez. En effet, pour ceux qui espéraient voir la Révolution abattue par la Prusse, ce revirement est assez incompréhensible et catastrophique. Ça va nourrir un ressentiment qu'on va voir réapparaître régulièrement. Enfin, de toute manière, tout ça, ça dure pas très longtemps dans la tête des contemporains, car Valmy est rapidement effacé par une nouvelle bataille, Jemappes. Gagnée en Belgique par Dumouriez avec l'armée du Nord, offrant aux Français Mons, offensive glorieuse, bien loin des tirs d'artillerie de Valmy, cette bataille plaît beaucoup plus. Jemappes et Valmy vont par la suite souvent aller de pair, comme on va le voir. Oui, parce qu'en attendant, nous, on devait parler des liens entre histoire et mémoire. Mon choix ne s'est pas porté sur Valmy par hasard parce que cette bataille va me permettre de bien illustrer le propos. Et oui, car au-delà de l'histoire de Valmy, on peut aussi faire l'histoire de la perception de Valmy pendant les 230 ans qui ont suivi. Mais avant de nous lancer dans ce grand voyage temporel, posons le concept de mémoire qui nous intéresse aujourd'hui. Le concept de mémoire, qu'on va dire collective ou sociale, apparaît dans les années 1970 et cherche à faire plusieurs distinctions avec l'histoire. Quand on comprend l'histoire comme discipline scientifique d'étude des événements ou des situations passées, la mémoire, elle, est, pour le dire simplement, ce qu'un groupe, une société retient collectivement d'un événement ou d'une situation passée. Ou, si je reprends la définition de Pierre Nora, la mémoire collective est ce qui reste du passé dans le vécu des groupes ou de ce que ces groupes font du passé. Pour le dire autrement, la mémoire, c'est les restes d'un événement, ce qui comprend ses représentations. Ainsi, c'est une espèce d'expérience partagée, que la discipline historique participe à construire, mais que d'autres phénomènes peuvent contribuer à modifier. La propagande, les légendes, les anecdotes retenues, les oublis, l'école, les médias, les lieux aussi qui seront conservés ou transformés,
Tout ça joue sur notre vision collective, notre socle commun quand on parle d'un événement. En bref, la notion de mémoire permet de souligner que le passé n'est pas conservé dans les mémoires individuelles. Elle est le fruit de nos interactions et s'écarte plus ou moins de ce que la discipline scientifique historique a à nous en dire. Évidemment, là je vous fais une présentation assez succincte et la bataille de Valmy va nous permettre d'illustrer tout le dynamisme de la mémoire. Mais retenez tout de même qu'il ne faut pas opposer histoire et mémoire. Les deux concepts dialoguent bien plus que ce qu'on pourrait croire. Et mon propos n'est certainement pas d'imposer l'histoire à la mémoire. Évidemment, la mémoire collective est souvent mythique, déformée, anachronique. Mais elle a pour elle l'avantage d'être notre manière de vivre la relation entre passé et présent. La mémoire est ainsi à la fois une source pour l'histoire, mais aussi un écho plus ou moins déformé des événements passés. Tandis que l'histoire de son côté est une étude scientifique, lente, avançant à tâtons, avec ses propres philosophies et son propre langage, pas forcément audible pour les non-spécialistes. Et c'est par la vulgarisation, l'enseignement, les médias qu'on peut espérer corriger petit à petit les erreurs de la mémoire, l'éclairer, mais avec modestie. Je dis qu'on peut l'espérer parce que c'est loin d'être toujours le cas, que ce soit conscient ou inconscient. Je ne suis moi-même pas exempt de tout reproche à ce sujet. Il faut bien le signaler parce que oui, cette chaîne YouTube se place à l'interaction entre histoire et mémoire. En effet, il est certain que ici, l'entreprise est de diffuser le savoir historique. En ce sens, nous agissons ensemble sur la mémoire de ce qu'on aborde vidéo après vidéo. Mais il n'y a pas de notion de vérité qui doivent s'imposer dans la mémoire. Celle-ci relève de la culture, du dialogue social. Quand on discute d'un événement, on ne fait pas une démonstration, on discute. Et la mémoire collective intervient dans notre conception des événements dont on parle. Après, si je vous parle de la mémoire aujourd'hui, c'est aussi pour vous apporter un angle critique. Agir sur la mémoire collective, c'est jamais neutre. Et évidemment, se baser seulement sur des conceptions mémorielles pour analyser un événement et en tirer un raisonnement, c'est rarement sain pour votre raisonnement. Mais bon, trêve de dialogue théorique un peu opaque, et essayons de voir comment Valmy peut nous permettre d'illustrer ce propos avec l'évolution de la mémoire de Valmy. Vous allez voir, certains éléments caractéristiques reviennent, d'autres disparaissent, tant et si bien que la bataille a ses passages obligés, et pas forcément pertinents d'ailleurs. Donc on va visiter tout cela ensemble, et je vous propose d'avoir une liste de ces éléments qui sont retenus ou non au fil du temps. Avec certains qui viennent de tout, sauf de ce que les sources nous disent de l'événement. Et on va se permettre de s'arrêter quelques instants sur certains documents iconographiques pour voir où la mémoire de Valmy peut se glisser et se mélanger à notre présent. Alors petit aparté, il m'est difficile ici de résumer plus. On traverse plein de régimes et plein d'interprétations, donc parfois ça va avoir un petit peu un air de liste. J'en ai besoin pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène. On est parti. Revenons déjà à l'après-Valmy. Comme je vous l'ai dit, on passe pas mal à côté, et on retient surtout la retraite honteuse prussienne. L'affaire du vin est peu relayée, le nom de Valmy encore moins. La canonnade apparaît timidement dans les articles de presse, mais c'est tout. Mais tout cela est effacé coup sur coup, d'abord par la victoire de Jemappes qui supplante Valmy qui commençait à peine à se faire reconnaître. Puis, il y a la trahison de Dumouriez. On ne va pas développer, mais après sa défaite à Neerwinden, Dumouriez, vainqueur à Valmy et Jemappes, passe aux Autrichiens le 4 avril 1793. Du coup, bon, on va peut-être parler d'autre chose ? Surtout pour les politiques qui avaient mis en avant le personnage pour ses victoires, comme Danton ou les Girondins. Bref, entre ça et la chute de Danton, Valmy tombe dans l'oubli avant même d'avoir été particulièrement célébré. Et chez les émigrés, c'est plutôt la thèse du complot qui prend de l'ampleur, et notamment l'idée selon laquelle Brunswick aurait été acheté par Dumouriez et Danton. Et Kellermann fait pas grand-chose pour sauver le souvenir de cette bataille d'ailleurs. On peut citer le mémoire qu'il écrit pour se défendre après son arrestation en 93, et dans lequel il signale que les soldats auraient crié « Vive la nation » et auraient mis leur chapeau sur leurs baïonnettes, mais c'est tout. Sinon, que de chi, hein. De 1792 à la fin de la Restauration en 1830, on en parle très peu. Kellermann est bien fait duc de Valmy en 1808, mais Napoléon a juste quelques autres batailles à célébrer. Ce sont plutôt les historiens et surtout les militaires qui s'y intéressent, avec 2 cartes produites en 1795 et 1802, et l'histoire de Toulongeon, qui s'appuie sur les mémoires produits par des personnes ayant vécu la bataille, mais qui ont écrit leurs souvenirs bien plus tard. On y trouve les premiers éléments de ce qu'on appelle le mythe de Valmy. Le cri « Vive la nation »
et les chapeaux sur les baïonnettes. Signalons également la première estampe de la bataille en 1804 où on trouve le chapeau sur le sabre de Kellermann et le cri « Vive la nation ». La canonnade est à peine suggérée tandis que des troupes se tirent dessus au fusil. Dumouriez est cité mais pas représenté. Pas de moulin, pas de relief particulier. Vous voyez que la première image qu'on produit de cette bataille raconte déjà une histoire très partielle et faussée. Mais elle construit tout de même un imaginaire que ceux d'entre vous qui connaissaient déjà la bataille avant avaient déjà en tête. Notons également que les penseurs des guerres révolutionnaires et impériales qu'ont été Clausewitz et Jomini ont également analysé cette bataille et en ont fait un moment clé de l'apparition d'un nouveau type de guerre. Notamment Clausewitz, qui tire un trait direct entre Valmy et Moscou en 1812. Pour lui, c'est vraiment le tournant qui aurait fait rentrer la guerre dans sa dimension morale et idéologique. D'ailleurs, en Prusse, aucune honte à accepter Valmy comme une défaite. Et un certain Goethe, qui était présent à la bataille, va écrire un mémoire en 1822. Dont une citation est devenue un passage obligé quand on parle de la bataille. Donc on va y passer. Alors que la nuit tombait, nous avions comme par hasard formé un cercle, au milieu duquel on n'était pas même parvenu à allumer un feu, contrairement à ce qui se passait d'habitude. La plupart d'entre nous se taisaient, certains parlaient, et pourtant personne n'était en mesure de faire une réflexion ou de porter un jugement. Enfin, on me convia à dire ce que je pensais, car de coutume j'égayais et j'amusais la petite assemblée par de brèves sentences. Mais cette fois-là, je prononçais ces paroles. Ici et maintenant commence une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité, et vous pourrez dire que vous y étiez. Bon, là vous voyez, je fais perdurer un classique de l'association entre la bataille de Valmy et Goethe. Et vous allez voir, je suis pas le seul. Bref, un dernier élément à signaler tout de même sur cette période, c'est la mort en 1820 de Kellermann qui demande à ce que son cœur soit placé sur la colline du moulin de Valmy. Ça fait un peu scandale dans cette monarchie qu'est la Restauration, mais bon, c'est fait avec une petite pyramide. C'est le premier monument qu'on met sur le champ de bataille commémorant la bataille. Il y est encore. Notez que le moulin qui l'avait fait brûler avait depuis été reconstruit, la République ayant indemnisé sa destruction auprès du meunier. En parallèle de tout ça, la théorie du complot fait son petit bonhomme de chemin et trouve même son affaire, de quoi construire la légende noire de Valmy. L'affaire du diamant bleu de la couronne de France. Le 10 août 1792, les Tuileries sont prises et pillées. Alors on va récupérer une bonne partie des bijoux qui auront disparu, mais ce n'est pas le cas d'un magnifique diamant bleu qui appartenait à la couronne française. Et aux surprises, la fille de Brunswick s'affiche quelques années plus tard avec un diamant bleu. Voilà la preuve, Brunswick a été payé avec ce diamant bleu. Bon, depuis on pense l'avoir retrouvé, c'est le diamant Hope. Pour la faire courte, le diamant, après son vol, aurait été transféré en Angleterre, retaillé et racheté par un certain Hope. On a pu prouver que ce diamant rentrait parfaitement dans le diamant bleu dont on a retrouvé une copie en plomb. Aujourd'hui, ce diamant est dans un musée à Washington DC. Voilà. Bref, il est temps pour nous de nous intéresser à la suite de la mémoire de la bataille de Valmy, car cette dernière va avoir le droit à un énorme coup de projecteur à partir de 1830. En effet, après les Trois Glorieuses, la France change de régime pour rentrer dans la monarchie de Juillet. Le nouveau roi n'est autre que Louis-Philippe d'Orléans, et ce dernier a combattu à Valmy et à Jemappes. Et il compte bien rentabiliser ce fait pour se présenter comme le roi citoyen, libéral, ouvert aux acquis de la Révolution. S'engage alors tout un travail d'appropriation et de propagande autour de ces deux batailles. C'est vraiment à ce moment-là que l'imaginaire de la bataille se structure. Ça relance vraiment Valmy dans la mémoire. Bon, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais je vais quand même vous présenter quelques éléments. Au-delà des biographies qui mettent en avant Louis-Philippe dans ses batailles, on a des pièces de théâtre, des chants, des romans qui y font référence. Il y a également toute une documentation et des fonds d'archives constitués. D'un point de vue iconographique, les estampes se multiplient avec une présence quasi systématique du moulin qui, à force, devient un symbole en lui-même, comme dans cette lithographie, il grognait et le suivait toujours, où le moulin est certainement une référence à Valmy pour tracer une continuité entre la bataille et l'époque napoléonienne. Valmy devient même un nom assez autonome, comme avec ce tableau, le soldat de Valmy, où on ne voit qu'un volontaire de l'an 2. Cette figure du volontaire est ainsi associée à la bataille.
Louis-Philippe se rend également sur le champ de bataille en 1831 avec une mise en scène assez millimétrée et une propagande assumée relayée dans les journaux. Je vous en fais pas le déroulé, mais cette visite a eu droit à son tableau. On représente ainsi la scène de la décoration du vétéran avec le roi sur son cheval blanc et ses 2 fils à côté. On a la pyramide de Kellermann, le moulin en arrière-plan et une foule curieuse et variée. Remarquez que le moulin en question est détruit l'année même par son meunier car vétuste et peu productif. Tout le monde s'en fout d'ailleurs, hein. On n'avait pas nécessairement la même vision du patrimoine qu'aujourd'hui. Bien sûr, Valmy est également gravé sur l'Arc de Triomphe. Je vous renvoie à la vidéo où on parle de ce monument. Enfin, notons que la bataille de Valmy a eu droit à son grand tableau par Vernet, peint en 1826, commandé par Louis-Philippe à une époque où ce dernier n'était pas parti pour être roi. C'est le tableau le plus connu de la bataille. On y voit le moulin, la canonnade avec les Prussiens sur la Lune, l'explosion du caisson, Kellermann avec le cheval blessé sous lui, Louis-Philippe évidemment, le mélange troupes de l'armée d'Ancien Régime et troupes de volontaires. Bref, le tableau stabilise un certain imaginaire de la bataille. Évidemment, il va de pair avec une représentation de Jemappes, où Louis-Philippe est également représenté. Et ces 2 tableaux apparaissent dans Le duc d'Orléans signe la lieutenance générale du royaume, au-dessus de lui signant le papier qui lui donne le pouvoir royal pour effectuer la transition entre la Restauration et la monarchie de Juillet. Notons qu'une copie de ce tableau, l'original étant conservé à Londres, est ensuite conservé au château de Versailles dans la salle de 1792 de sa galerie des batailles, galerie désirée par Louis-Philippe lorsqu'il transforme le château en musée. Désolé, je bombarde, mais tout cela est important. Cela montre à quel point ce roi s'est approprié la mémoire de la bataille et a communiqué dessus. Et entre le tableau, l'Arc de Triomphe, la visite sur le champ de bataille, etc., on a là un premier grand moment du souvenir de Valmy qui se diffuse et qui impose un récit. Le nom est de plus en plus connu. On a d'ailleurs les quais du canal Saint-Martin à Paris qui sont renommés quai de Valmy et quai de Jemappes, ce qui est encore leur nom aujourd'hui. Et avec la conquête de l'Algérie, on a même un village non loin d'Oran qui est renommé Valmy. Ce dernier ne retrouvera son nom d'origine, El Kerma, qu'avec l'indépendance en 1962. On a aussi le plus grand navire à voile jamais construit en France et lancé en 1848 qui est nommé le Valmy. Bon, faudrait pas que ça se transforme en concours d'anecdotes tout ça. Oui alors, c'est vrai que ça fait un peu liste, mais il faut bien comprendre que tout ça, ça participe à créer un tout qui modèle la mémoire de Valmy à l'époque de Louis-Philippe. Autant de couches de récits et de mythification dont on vit encore les échos aujourd'hui, parfois transformés par la suite. Parce que c'est loin d'être fini. Oui, parce qu'avant de passer à la suite, il faut bien signaler que tout cela ne laisse pas indifférent. L'opposition, notamment républicaine, n'a pas vraiment envie de laisser cette bataille révolutionnaire à un roi qui s'en sert pour éluder le reste de la Révolution. Au départ, on se fout surtout de lui. Louis-Philippe est souvent caricaturé, notamment avec la poire, et parmi ces caricatures, on se moque beaucoup de sa tendance à juste tout le temps parler de Valmy ou de Jemappes. Dans bien des caricatures, Louis-Philippe est représenté avec les lettres V pour Valmy et J pour Jemappes. Le thème du sabre de Valmy, la rouillarde, est également fréquent. Ce sabre est neuf, mais rouillé, symbolisant le pacifisme du roi qui est en contradiction avec la référence à la bataille révolutionnaire constante. On peut citer aussi le perroquet tricolore Jacot, qui ne sait que répéter « Valmy, Jemappes !» et qui se retrouve par la suite dans d'autres dessins. Vous le voyez, ici on se moque surtout de l'utilisation que le roi fait de ces batailles. Valmy n'est donc pas un symbole consensuel, et cela amène petit à petit les républicains à s'emparer de la bataille pour en tirer leur récit. Il y a un véritable renouveau historiographique. Contre la dépolitisation de l'événement par le roi, des historiens républicains s'attellent à réétudier l'événement. Se construit alors une image d'une bataille déterminante, profondément liée à la période révolutionnaire, jusqu'à en faire un moment de grâce du peuple en armes. On s'approprie Goethe, on glorifie les volontaires, effaçant par la même occasion l'armée de l'Ancien Régime. Certains y voient même des charges à la baïonnette. C'est à partir de là qu'on peut dire que naît un mythe républicain de la bataille de Valmy, avec des historiens comme Alphonse de Lamartine, Edgar Quinet, Louis Blanc et surtout Jules Michelet. Alors, chez ce dernier, il y a carrément une dimension religieuse. Valmy est un miracle et la République remplace le Christ. Le récit micheletien a une importance pour la suite. La bataille n'est plus une simple canonnade, elle a une dimension épique et est vue comme une source d'inspiration. À partir de là, on peut dire qu'une nouvelle interprétation de la bataille s'est définitivement structurée,
celle d'une Valmy miraculeuse qui a permis la naissance de la République. Cette interprétation s'est évidemment construite petit à petit, mais là elle est mature. On a fait du chemin, hein. Bon, avec la chute de la monarchie de Juillet et de Louis-Philippe en 1848, Valmy retombe un peu dans l'oubli. La Deuxième République ne dure que 4 ans, elle n'a pas vraiment le temps de s'y intéresser. Et le Second Empire de Napoléon III, disons qu'il est un peu plus orienté vers Napoléon, quoi. Je passe vite parce que jusqu'en 1870, Valmy disparaît des journaux. Les républicains continuent à construire leur vision de la bataille, mais c'est marginal. Ce n'est qu'avec le débat sur la conscription que Valmy réapparaît dans les discussions, puisque cette bataille avec les volontaires passe pour une démonstration de la puissance de l'improvisation populaire. Et en 1870, avec la guerre franco-prussienne et la défaite de Sedan, on se met à rêver d'une nouvelle Valmy contre un envahisseur prussien à nouveau. Là, elle réapparaît fortement, avec chansons, anecdotes, etc. Bon, vu la suite de la guerre, autant vous dire que ça déchante un peu. Mais avec la stabilisation de la Troisième République, on va assister à un nouvel âge d'or de la mémoire de Valmy, avec une belle inversion par rapport à la bataille promue par Louis-Philippe. La mythologie républicaine, jusqu'alors développée par l'opposition, va gagner la primauté, avec une Troisième République active dans la propagation de ce qu'on voit désormais comme un acte fondateur de la nation. Et là, on a encore plein d'éléments. Pour le coup, je suis pas technique, mais 20 Dieu qu'il y a des choses à dire. Vous m'excuserez, je vais me limiter un peu quand même. En gros, à partir des années 1880, Valmy devient un événement à la mode. On le retrouve partout et ça devient une référence pour les débats. En parallèle de quoi, la Troisième République œuvrant à l'élaboration de ce que Suzanne Sutron a appelé le mythe national, la bataille de Valmy est très enseignée à l'école. L'image de la bataille se stabilise très clairement autour de plusieurs éléments qu'on a déjà vus. Le moulin, vive la nation, Kellermann avec son chapeau au bout de son sabre, la canonnade, les volontaires souvent montrés sans moyens, et on y rajoute même une charge à la baïonnette. Valmy devient LA victoire du peuple en armes, ce qui n'est pas neutre dans le cadre des débats militaires sur la conscription en vue de la revanche contre l'Allemagne. Elle justifie la conscription générale, l'idée de nation armée, et nourrit l'imaginaire militaire. On y voit l'exemple de la dimension morale de la victoire. Avec l'ajout de la charge à la baïonnette, c'est super parce que ça permet de vanter la Furia Francese et ça convient à plusieurs choses qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos. C'est une manière de tirer un trait d'union entre les armées de la Troisième République et les volontaires de l'an 2. Évidemment, le tout est accompagné de différentes anecdotes plus ou moins retenues, je vous en fais pas la liste. Bref, on se retrouve avec une bataille fantasmée où la campagne de l'Argonne, Dumouriez ou les troupes de l'Ancien Régime sont régulièrement effacées. Pas nécessairement consciemment, c'est un récit qui se stabilise et qui est particulièrement influencé par la lecture qu'en a faite Michelet. Alors évidemment, il y a des critiques, notamment de la part de la gauche radicale qui n'est pas giga chaude de voir une immense armée naître, surtout après ce que les militaires ont fait à la Commune de Paris durant la Semaine sanglante. Mais Jaurès s'en empare et en fait un bon exemple de ce qu'il conçoit dans son livre L'Armée nouvelle. Côté extrême droite, c'est plutôt le retour des thèses complotistes. Ce seraient les juifs ou les francs-maçons qui seraient à l'origine de ce résultat inattendu. Mais globalement, le mythe est fédérateur et jouera un grand rôle, notamment à gauche, dans l'acceptation de l'union sacrée au début de la Première Guerre mondiale. Il nous reste tout de même à discuter 2 points avant d'entrer dans cette guerre. D'abord, il y a le centenaire de la bataille, commémoré en grande pompe le 20 septembre 1892. Il y avait déjà eu le centenaire de la Révolution en 1889, mais là c'est un grand moment qui marque la mémoire de Valmy et surtout le lieu du champ de bataille lui-même. Grâce à un grand investissement de la population locale de Champagne, de tradition républicaine, ce centenaire a bien pris. Les expositions avec des centaines d'objets de l'époque connaissent un succès non négligeable. Et on aménage de plus en plus le champ de bataille. On retape la pyramide, on crée une promenade, on plante des arbres. On publie un petit livret sur la bataille et de nombreux articles de journaux popularisent encore plus la connaissance de Valmy. Et pour le centenaire, on inaugure une statue de Kellermann sur le site. Sa posture est dynamique, reprend le chapeau sur le sabre et le cri figure certainement le « Vive la nation ». Le monument est dédié à Kellermann et aux défenseurs de la patrie. Et l'une des faces du piédestal contient la citation de Goethe. Cette statue incarne parfaitement le mythe républicain et vaudra une légion d'honneur à son créateur, Théophile Barrot. La célébration du centenaire de Valmy est un archétype de la fête républicaine, impliquant mairie, préfecture, école, armée, association.
On pousse le vice en faisant défiler le général commandant les troupes présentes avec le sabre supposé de Kellermann à cette bataille. Le site de la bataille devient alors un véritable lieu de mémoire, transformé non pas par l'événement en lui-même, mais par la volonté d'en maintenir le souvenir. Alors, à cette époque, il n'y a plus de moulin, mais une éolienne métallique a été installée. Est-ce pour figurer le moulin de Valmy? On ne peut pas être catégorique. Bref, second élément qui nous reste à voir, la place de Valmy dans les arts et la multiplication des images. Les premières images d'Épinal apparaissent à partir de 1879, avec une dimension propagandiste assumée. Sur la première, on a la désormais classique Kellermann Vive la Nation, moulin volontaire. Sur une autre, plus étonnante, on retrouve surtout l'idée d'un combat très proche de volontaires, ce qui nous permet de voir l'importance prise par l'idée d'une charge à Valmy. On peut aussi parler de la multiplication de publicités qui diffusent l'image de Valmy. Chocolat, Liebig, biscottes, alcool, à quoi s'ajoutent des objets comme des jouets ou des assiettes et évidemment des cartes postales. Pour les tableaux, le thème de la charge s'impose. On peut citer la charge de Valmy en 1901, tableau qui est fort impressionnant dans ce qu'il nous montre de la doctrine offensiviste de l'époque. Enfin, notons que c'est à cette époque qu'une statue sur Valmy est installée au Panthéon. Elle y est toujours. Et qu'un bas-relief représentant la bataille accompagne la grande statue Place de la République à Paris. Il y est toujours aussi. On a évidemment des chansons, un opéra et des films qui y font référence. Même si on en a perdu les images. Bref, tout ça pour dire que Valmy est partout et même présente dans l'espace public avec pas moins de 103 voies portant son nom en France. La majorité est nommée à cette période, battant Jemappes dont la mémoire est clairement moins présente. Et cette mémoire de Valmy, comme je vous l'ai déjà dit, va jouer un rôle important dans l'acceptation de l'Union sacrée en 1914. Elle est rapidement mobilisée, on la retrouve citée par tous les courants et ce jusqu'aux funérailles de Jaurès après son assassinat. Et pendant la guerre, Valmy est usée jusqu'à la corde. On la retrouve très régulièrement pour mobiliser l'imaginaire du peuple en armes, repoussant l'envahisseur allemand. La bataille de la Marne, comme à Valmy. Les deux batailles de la Champagne, Valmy, Verdun, Valmy. Regardez ce dessin du Petit Journal en 1915. On a une charge à la baïonnette fantasmée de poilus et en sous-titre « Comme à Valmy ». On reconnaît d'ailleurs la posture du poilu en tête, tenant son casque Adrien tel Kellermann et son chapeau. Ouais, si vous voulez mon avis, c'est pas la meilleure idée du monde. On retrouve également Valmy dans les appels à la souscription nationale, comme ici avec Kellermann prenant sous son aile la Marianne de la Troisième République, soutenue par les volontaires de l'an 2. Bref, vous le comprenez, on use et abuse du parallèle Valmy Première Guerre mondiale. D'ailleurs, on le fait tellement qu'à la fin de la guerre, les Français sont un peu comme vous avec Valmy. Ils en ont ras la casquette et elle est associée à un côté militariste et belliciste qui n'est pas forcément bienvenu dans les années 20. Accrochez-vous, on a bientôt terminé, je vais passer vite sur la suite. En effet, la mémoire de Valmy entame alors un lent déclin. La bataille s'efface même si elle connaît quelques rebonds. Déjà, le lieu continue à évoluer. Par exemple, quand la princesse Ginetti meurt, c'est l'arrière-petite-fille de Kellermann qui était ainsi investie dans la mémoire de la bataille et c'est la dernière à porter le titre de duchesse de Valmy. Elle est enterrée dans une petite chapelle construite non loin de la pyramide et de la statue. Par la suite, une statue de Miranda, un général vénézuélien important pour l'indépendance de ce pays et qui était présent à la bataille de Valmy, est installée sur les lieux. Vous voyez que le champ de bataille continue à être transformé. Bref, ce n'est que dans les années 30 et par l'antifascisme que la gauche réactive la mémoire de la Révolution et de Valmy. La bataille devient le symbole de la défense de la République en cas d'attaque. Elle n'est plus invoquée par bellicisme, mais par attachement à la démocratie et à l'indépendance nationale. Un nouveau sens, notamment pendant le Front populaire, et que vous pouvez retrouver dans le film de Renoir La Marseillaise, qui se termine sur les volontaires de l'an 2 se rendant à Valmy. Tu vois où il y a cette petite canonnade? Oui. Ils cherchent à gagner la route de Châlons. Mais s'ils la prennent, la route de Châlons, alors, ils continueront sur Paris. En 1939, on a pour projet de transférer un moulin d'époque depuis le nord vers Valmy. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et, avec la défaite de la France en 1940, on a un nouveau bras de fer mémoriel. En effet, le régime de Vichy et la résistance s'emparent de Valmy de manière tout à fait différente. Le premier cherche à effacer la Révolution pour la remplacer par sa Révolution nationale. Ce régime sabote carrément l'image de Valmy, c'est le retour des théories conspirationnistes. D'ailleurs, ça a un effet un peu paradoxal, parce que les historiens vichistes mélangent de véritables arguments avec des trucs carrément vaseux et injustifiés. Résultat,
L'armée d'Ancien Régime réapparaît et les combats sont réduits dans leur importance. Mais en même temps, c'était réglé d'avance par les francs-maçons. À la fin, l'événement devient carrément illisible puisqu'on rapproche la révolution du nazisme, Napoléon d'Hitler et les volontaires de l'an 2 des Waffen-SS. Positivement, je précise. Dans la tête du régime de Vichy, ce rapprochement est positif. En face, la résistance, que ce soit les ultranationalistes, les républicains, les communistes ou les gaullistes, mobilise à fond l'imaginaire de la révolution, et Valmy n'est pas en reste. Un des premiers journaux de résistance s'appelle Valmy. On a aussi un groupe qui porte ce nom. La date de commémoration du 150aire, le 20 septembre 1942, fait même peur aux Allemands et les force à interdire toute manifestation par un couvre-feu. Aragon, dans ses poèmes résistants, la cite régulièrement, notamment dans son prélude à la Diane française très populaire. Des armes, vous trouvez des armes, il faut les prendre à l'ennemi. Assez d'attendre la calmie, assez manger le pain des larmes, chaque jour peut être Valmy. Bref, le nom de Valmy essaime durant l'occupation pour disparaître très rapidement à la Libération. Et là, il y a plusieurs évolutions qui sont complexes car influencées par des acteurs variés. Déjà, on a des historiens et des historiennes qui remettent en cause le mythe, à raison, ce qui nous amène à de meilleures interprétations et une compréhension plus fine. Typiquement, le récit que je vous en ai fait au début de la vidéo en est le fruit. Et tout ce que je vous raconte sur la mémoire de cette bataille est directement issu d'une thèse défendue en 2022. Que vous pouvez d'ailleurs consulter en ligne si le sujet vous intéresse, parce qu'évidemment ici, j'ai résumé. Lien dans la description. Bref, tout ça mène également à des disputes. On pourrait citer par exemple Guillemin qui remet carrément en cause l'existence de la bataille. Encore une fois, on a ici le paradoxe d'arguments très justes et d'autres complètement injustifiés. Le mythe républicain joue un peu contre lui-même ici. En effet, il est indéniable que la version proposée par la Troisième République ne tient pas la route. Il faut la critiquer, la déconstruire, douter de cette propagande. C'est normal, pareil pour la version de Louis-Philippe. Mais les mensonges, conscients ou inconscients, et la mobilisation jusqu'à la nausée de Valmy, ça prête forcément le flanc à un fronçage de sourcils qui nourrit les thèses conspirationnistes. Guillemin fait un excès de scepticisme, et il n'est pas le seul. Ensuite, on a des médias nouveaux qui diffusent des films, des reconstitutions, des documentaires, etc. Ces derniers font plus ou moins bien leur travail de vulgarisation, et on y remarque une résurgence des thèses complotistes, et ce jusque dans l'émission Secret d'Histoire présentée par Stéphane Bern. Bon, en même temps, ce dernier est monarchiste et déteste Danton, donc forcément... C'est loin d'être le seul. Pour vous dire, on a eu droit à un documentaire en 2010 sur cette affaire des joyaux de la couronne. Et bien évidemment, Franck Ferrand n'a pas manqué de reprendre cette légende noire. Enfin, on a les acteurs publics et politiques qui plutôt reprennent le mythe quand ça les arrange. On parle plus souvent de sa propre époque que du passé dans ces circonstances. Mais les débats se retrouvent jusque dans les programmes d'histoire à l'école, puisque d'un côté, le mythe national est remis en cause, et de l'autre, il y a des volontés plus ou moins affichées de, et je cite, « faire nation ». Des tensions dont on est visiblement loin d'être sorti. Mais bon, globalement, Valmy s'efface, s'oublie. La bataille ne vend plus vraiment et ça se retrouve dans les arts. Peu de références dans les films, dans la littérature. On a bien quelques chansons comme Le mal de vivre de Barbara, mais on est loin de l'âge d'or. On peut citer plus tard Sardou, 16 ou MC Solar. Notons tout de même une mise en scène dans le film La Révolution française de Robert Enrico et Richard T. Enfron. Canonnade, moulins, mais aussi tirs de fusil et charges de Français qui écrasent les Prussiens. Le « Vive la Nation » sert à fêter une victoire totale. Bref, c'est une version assez atypique de Valmy. Et on a aussi tout de même quelques BD qui s'attellent à produire de nouvelles images. De fait, aujourd'hui, Valmy est moins connu. Le bicentenaire de cette bataille, fêté en parallèle de celui de la Révolution, est d'ailleurs assez raté, dans un contexte de remise en cause du service militaire. Le lieu de la bataille, en revanche, a continué à évoluer, avec des trucs assez bizarres d'ailleurs. Le projet de rapporter un moulin de 1939 est exécuté en 1946. Puis, 40 ans plus tard, on place un char M47 Patton. Me demandez pas, je sais pas pourquoi, c'est assez absurde. Officiellement, il commémore la libération du village de Valmy en 1944, mais bon. En 1982, on installe aussi une statue de Bolivar en face de celle de Miranda. Bon, Bolivar, grande figure de l'indépendance des pays de l'Amérique du Sud, qui a pas mal bourlingué avec Miranda, mais pour ce qui est de savoir son lien avec Valmy,
Non mais arrêtez de poser des questions aussi. Par contre, le moulin est détruit par la tempête de décembre 1999, et on prévoit de le remplacer par un nouveau, plus proche visuellement de celui de l'époque. Je vous passe les détails, il y a eu un projet de parc d'attractions qui a voulu privatiser la colline. Bon, du coup, ça s'est pas fait, et aujourd'hui on a un petit musée souterrain qui retrace le contexte. Et un nouveau moulin donc, inauguré en 2007. Ouais, autant vous dire que le lieu est particulièrement transformé par 230 ans de trucs rajoutés. Pour résumer, sur ce champ de bataille, on a un 4e moulin, une pyramide avec le cœur de Kellerman, une statue de ce général, une chapelle avec le corps de son arrière-petite-fille, une statue de Miranda qui était bien présent, une statue de Bolivar qui n'était pas présent, un char états-unien M47 Patton et un musée souterrain. Si vous passez dans le coin, allez voir, hein. C'est marrant au moins. Voilà, aujourd'hui c'est plus un lieu de manifestation. Pour pas mal de monde, dont les francs-maçons. Comme quoi ils ont peut-être quelque chose à se... Même le FN a tenté de se l'approprier en 2006, mais ça fait scandale. Tout ça pour que le jour même après leur passage, des manifestants du PS et de la CGT viennent récupérer les lieux et réaffirmer les valeurs de la Révolution qui, faut-il le rappeler, sont loin de celles du FN. Aujourd'hui, Valmy vit surtout localement grâce à plusieurs associations. Et récemment, les 230 ans de commémoration ont été fêtés grâce à l'association Argonne 1792. Un retour de la dimension campagne qui n'est pas pour déplaire. Je signale au passage que la chaîne YouTube Stevius a récemment sorti une vidéo sur Valmy et prévoit de faire une vidéo sur la mémoire de Valmy. On s'est un peu télescopé sur le calendrier, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est une autre approche. Et puis lui, il est allé sur place pendant la reconstitution par l'association Argonne 1792, donc c'est cool. Sa chaîne en général, d'ailleurs, vous pouvez ne pas hésiter. Voilà. D'un point de vue national, Valmy est moins connu, moins enseigné aussi, avec une symbolique un peu perdue. On n'en a plus besoin pour justifier la conscription, la nation en armes ou pour résister à une invasion. Parfois, certains essaient d'y projeter une résistance à l'Union européenne avec la question de la souveraineté, mais c'est tout. Notons tout de même très récemment une apparition de Valmy pour parler de la situation de l'Ukraine face à la Russie par l'ambassadeur de France dans ce pays envahi. Et on peut aussi rajouter que ces derniers temps, c'est la France insoumise qui y fait référence. C'est une tentative de se réapproprier la Révolution, c'est dans la lignée de l'imaginaire dont il se réclame. Vous pouvez aller voir, le récit qui mobilise est assez transparent. Voilà, j'ai fini. C'était un peu long, désolé. Donc, en sortant de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'il faut pas faire 230 ans d'histoire d'un coup comme ça ? Oui, bon, t'es gentil, mais surtout, on a vu comment la perception de la bataille de Valmy a évolué. Pas son histoire, je vous ai pas parlé de son historiographie. Là, on a vu l'évolution des discours, des souvenirs, des représentations, mais aussi des espaces publics. Tout ça, on l'a compris je pense, est très dynamique. On pourrait s'amuser à faire une courbe de l'ampleur de la présence de Valmy dans la mémoire collective. De peu considérée, elle a d'abord été effacée, puis est apparue sur le devant de la scène par la volonté d'un roi. Ça prend pas dans toute la société, mais ça fait vivre le souvenir de la bataille avant un deuxième effacement. Et derrière, avec une véritable volonté politique de mobilisation, elle devient un classique. Connue par toutes et tous en France, elle se diffuse et se stabilise autour d'un mythe mobilisé à l'excès. Et puis après, c'est le lent déclin, mais avec des réapparitions circonstanciées. La résistance, le bicentenaire. Aujourd'hui, Valmy vit localement et reste une référence compréhensible, bien qu'elle ne soit plus connue de tous. Elle reste là, dans l'espace, avec des noms de rues, des statues, des gravures, des images, et avec un lieu encore bien structuré qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Vous voyez donc que la mémoire, au sens collectif, est un objet bien spécifique, mais qui nous en apprend beaucoup. Sur l'origine de ce que notre société retient d'un événement, sur les manipulations, mais aussi les imaginaires. On parle parfois en histoire d'usage politique du passé. Le moulin est un monument militaire révolutionnaire du fait de cette histoire. Regardez, rien que dans le documentaire qu'on a sorti récemment sur l'histoire des femmes dans les armées, l'image révolutionnaire, il y a un moulin en arrière-plan sans que ça vous perturbe particulièrement. Bref, il n'y a pas que l'histoire. La mémoire a de grands effets sur la société et elle est un enjeu de pouvoir important, un enjeu politique. Puisque selon comment on perçoit le passé, on dirige nos conclusions d'une certaine manière sur notre présent. Finalement, la mémoire est non seulement un objet pour l'histoire, mais a également une influence sur l'histoire. Mais ça, c'est le sujet de notre prochain épisode. C'est la fin de celui-ci, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.
Pour résumer cet épisode, nous avons vu que la bataille de Valmy du 20 septembre 1792 n'était pas, en elle-même, décisive pour expliquer l'échec de la campagne d'invasion prussienne cherchant à mettre un terme à la Révolution. Ce grand duel d'artillerie n'est d'ailleurs pas perçu comme une bataille par ses contemporains. Nous avons également parlé de la notion de mémoire au sens collectif, qu'on peut définir simplement comme la manière de vivre au présent les événements et situations passées. La notion de mémoire permet de souligner que le passé n'est pas conservé dans les mémoires individuelles et n'a pas vertu à coller parfaitement aux enseignements de l'histoire comme discipline de recherche scientifique. Étudier la mémoire permet ainsi de comprendre les évolutions de la perception d'un événement dans les mentalités, ce qui a, en retour, un effet sur nos discours qui s'y réfèrent. Valmy est un exemple parfait car, après avoir été plutôt oubliée, elle est mise en avant par Louis-Philippe qui y a participé, façon pour lui de se montrer roi ouvert aux idées de la Révolution. Valmy disparaît à nouveau pour connaître son second âge d'or sous la Troisième République, qui en fait l'archétype de la victoire du peuple en armes, ce qui jouera dans les débats sur la conscription et sur la mise en place de l'Union sacrée au début de la Première Guerre mondiale. Mobilisée à l'excès, la mémoire de Valmy entame un lent déclin, même si elle est parfois remobilisée, comme par le régime de Vichy ou la Résistance. Aux différentes théories, dont certaines complotistes, répondent petit à petit les études historiques améliorant notre compréhension de la bataille. Aujourd'hui, elle est une référence culturelle possible, mais pas forcément connue ou maîtrisée par tous.